Salut sportifs à toutes et à tous, nous sommes tout heureux de vous retrouver pour une nouvelle séquence de l'actualité domestique concernant notre football. Nous avons un plateau aussi intéressant que prestigieux avec d'abord Kofi Gueli, qu'on ne présente plus, habitué bien sûr de nos émissions. Bonsoir Monsieur Gueli et bienvenue. Bonsoir Monsieur Agéo, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à tout le Togo. Comment vous allez? Très bien. Bon. Vous avez retrouvé quelqu'un tout à l'heure qu'on garde en coulisses, hein, ça vous a fait plaisir. Hein. On va en parler tout à l'heure. Un grand plaisir. Un grand plaisir. Quand Avoulété est parmi nous aujourd'hui également. Bonsoir, monsieur Avoulété. Bonsoir Angelo, bonsoir à ceux qui nous regardent en cet instant. C'est encore une fois un plaisir pour moi d'être ici dans 90 minutes. Et j'espère qu'au bout, on ne sera pas fatigué. Et nous espérons que vous allez tenir le coup. Ouais. On est déjà habitué un peu. Habitué, justement. C'est bien. Voilà. Notre invité, en tout cas prestigieux, il est bien là. On va vous le présenter, même si beaucoup déjà le connaissent également. Jonas Koko Komla, bonjour. Bonsoir, coach. Bonsoir, Angelo. Ça fait plaisir de vous retrouver. Comment vous portez-vous? À merveille, ça va. Ça se voit. Ça va. Et votre séjour? Ça se passe bien. On vous annonce quelque part, voilà, peut-être au pays pour quelques jours à venir, c'est ça? Bon, moi-même, je suis en train de voir ça sur les réseaux. Mais est-ce que... bon, il y a mais. Mais. Voilà, il y a mais dedans. D'accord, on aura le temps d'en parler dans cette émission. Messieurs et dames, on va y aller tout de suite pour le sommaire. Encore quelques jours de repos et les pensionnaires de la division d'élite vont reprendre le chemin des stades pour le compte de la phase retour du championnat. Nous échangeons sur la thématique relative au bilan de la manche allée avec quelques acteurs, bien sûr, à nos micros dans votre magazine. Plan de jeu, animation tactique dans les rencontres à chaque match. Quelle place occupe la notion du système de jeu dans le travail foncier de nos entraîneurs de football? Le sujet fait l'objet d'analyses et de commentaires dans la première partie de votre magazine. Dévolu à l'organisation générale du championnat. Tous les détails nous intéressent. Le phénomène répété de l'absence des supporters dans les stades. Comment comprendre le phénomène? Quelles solutions à proposer pour y remédier? Sans oublier bien sûr votre rubrique très appréciée, celle réservée aux performances des Togolais évoluant à l'étranger. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Nous sommes bien sûr dans votre émission 90 minutes D1 Lonato. Le premier sujet qui nous intéresse bien sûr c'est la phase allée, bien sûr bien achevée, voilà. La phase retour qui démarre dans quelques jours. On va prendre d'abord, tâter le pouls de ce qui a été fait justement lors de la phase allée. Gueli, vous avez également suivi quelques matchs, que ce soit ici à Lomé ou à l'intérieur du pays. On aimerait avoir votre interprétation en tout cas de cette première manche de ce championnat de manière globale. Je dirais que pour le classement, c'est tout à fait normal, puisque cette équipe de la SCK a montré vraiment qu'ils sont une équipe professionnelle. Et quand tu les vois jouer, j'ai eu à suivre au moins 2 ou 3 de leurs matchs. Donc ce qui a fait que je leur tire chapeau. Le petit chapeau parce qu'il y a l'animation tranquille, ils sont en train de jouer. Et comme je l'avais dit dans l'émission ici aussi, oui. Asco petitement va engranger des points et revenir en haut. Aujourd'hui, Asco est deuxième au classement et je crois qu'il mérite bien sa place. Mais j'ai déploré un truc, la façon dont les attaquants vendangent les occasions. Oui. Il se crée des occasions, mais aujourd'hui, on n'a plus cet attaquant racé qu'on a vu dans ce championnat. Et secondo, les équipes dégagent trop le ballon. Il y a certaines équipes, oui. Ou bien j'ai suivi certains matchs où les équipes n'allaient pas à aligner 5-6 passes. Et c'est déplorable. Ça sera très difficile de trouver de très bons joueurs dans ce championnat. Quand vous l'été, au niveau de votre rédaction, vous traitez pratiquement chaque semaine l'actualité du football national. Sur la phase allée, qu'est-ce que vous gardez comme grands enseignements? Je dois d'abord dire bravo au président du club. Oui. Ensuite, bravo aux joueurs. Je dis bravo au président et aux joueurs parce que nous sommes dans un contexte où il n'y a pas beaucoup d'argent, où les présidents du club se saignent pour qu'il y ait le football dans le pays.
Vous n'ignorez pas ce que l'État leur donne chaque saison. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on ne fait pas une saison de 26 journées avec ça. Si vous devez faire une préparation de 6 semaines, si vous devez jouer 26 matchs pleins avec tous les investissements qu'il faut, ce qu'on leur donne là ne suffit presque pour faire quoi que ce soit, rien. Donc c'est des présidents qui se saignent pour que le ballon roule au Togo. Je crois que c'est juste de saluer leur courage et leur engagement. Autrement, il n'y aurait pas de football au Togo parce que les moyens, l'État ne les donne pas comme on le souhaiterait. Ensuite, sur le terrain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs qui sont décevants. Et davantage, depuis quelques années, ce qui nous retient notre attention lorsque nous regardons les matchs de la D1 de l'ONATO, c'est ce que nous faisons des bases arrêtées. Parce que je considère que depuis quelques années, l'un des défis de notre football, c'est les situations standards. Qu'est-ce que nous faisons des bases arrêtées? Vous avez des matchs où quand vous avez 5 coups francs, vous avez 10 corners, et c'est très rarement qu'un coup franc aboutit sur un but, très rarement qu'un corner aboutit sur un but, alors que dans le football moderne aujourd'hui, c'est des situations qui permettent de décanter une situation. Et certains clubs même en ont fait leur spécialité. Absolument, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens défendent, beaucoup de clubs savent défendre, oui. Et quand vous parlez de la DR NATO, c'est un fait que les équipes togolaises savent vraiment défendre. S'il s'agit de mettre en place un bloc pour défendre, pour empêcher pour ne pas prendre de but, oui. on est très bon là-dedans. Maintenant, quand un match est fermé comme cela, quand la défense est en place, elle est incontournable, c'est seulement sur les bases arrêtées oui. qu'on peut la prendre à défaut. Or, dans ce championnat, quand nous observons vraiment sur les bases arrêtées, il y a encore vraiment du travail à faire. Et je crois que si nous voulons que ce football devienne davantage compétitif, c'est un aspect sur lequel on doit vraiment travailler pour que les balles arrêtées deviennent quelque chose de fatal pour les adversaires de nos clubs, d'abord au sein du championnat, oui. avant de pouvoir transposer ça à un degré plus haut en sélection. Je veux dire également que Vous allez chuter là-dessus? Oui, je veux dire également, peut-être qu'on reviendra plus en détail. Absolument. La tactique de jeu, l'animation de jeu, c'est vrai qu'il y a des matchs qui sont ennuyeux. Oui. Par contre, il y a d'autres qui sont vraiment si tactiques que vous avez le sentiment que c'est un match ennuyeux, mais en fait, c'est une bataille tactique entre les deux, qui rend les matchs comme ça, qui leur donne l'air de match ennuyeux, match sans intérêt. Excellent. On va tout de suite, bien sûr, suivre les réactions de quelques acteurs, en tout cas pris bien sûr dans la capitale, pour leur avis, leur opinion sur la manche allée de ce championnat. C'est bien sûr avec Gloria Agoda. 13 journées de passion, de duels, de calculs, de doutes et de cris de joie. La D1 Lonato a bouclé sa phase allée, laissant derrière elle un tableau riche en enseignements. Mais au-delà des chiffres et du classement, il y a une âme, celle des supporters et acteurs du football. Entre extase et amertume, ils sont les premiers juges de cette mi-saison. Cinquième au classement, l'étoile filante de Lomé redonne le sourire à ses fans. Avec 19 points au compteur, les Shooting Stars ont retrouvé une assise solide. Pour ce supporter, la satisfaction est là, mais le défi reste humain. Côté Kendo, il y a des supporters. Côté on a des supporters parce que l'équipe est là tout champion. Alors l'équipe là il détruit. Et son supporter boy face retour am le coco ben comme il y a mis là bobo. Mais face retour mi il y a des nouvelles fions, il y a Togo do il y a des supporters il est capable là te on lui fa. Ma dit be ambiance dans notre terrain. Les bani artistes de cas on yo va terrain. On pour musique, on sanou à Haneno Nani et Bolakan, on m'a gagné pour 15h30, on pour à partir de 17h, 18h30. Si certains brillent, d'autres déchantent. C'est la soupe à la grimace pour certains cadors qui frôlent la zone rouge. Une situation jugée inacceptable.
Mais encore une déception pour moi, c'est l'équipe Gomido. En tant que Gomido de Palimé, avec des charmants supporters. Et puis ils sont en relégation provisoire. Là, il faut que les dirigeants, des gens de Chutustar, doivent revoir leur équipe. Franchement, c'est à revoir. Les financements sont bien. Bon, pourquoi cette année, l'équipe ne marche pas? Peut-être c'est ça dû à non-paiement des joueurs, ou bien comment? Ou bien les joueurs même ne sont pas conscients de ce qu'ils ont de faire. Ouais, donc là, c'est à revoir aussi. Encore, en tant que moi, je suis un ancien joueur de OTR. Avant, c'était à Soudan. Donc, ce que nous faisons avant là-bas, bon, je ne sais pas si cette année, les dirigeants sont en train de voir leur cas. Après, d'abord, c'est notre équipe. C'est l'équipe que nous supportons beaucoup. De l'Essou, bon. Vous-même, vous savez que l'année passée, on a joué le Continental. Et cette année, dès le premier journée jusqu'alors, on ne comprenait rien. Mais ce qu'on peut savoir et ce qu'on souhaiterait pour eux, c'est de vite reprendre les entraînements et devenir comme l'année passée, ce qu'on a vu. La phase de retour, nous attendons une bonne nouvelle de leur part. Il faudrait que, vous savez qu'on a changé notre coach et puis il y a le nouvel coach qui est là, donc on attend beaucoup de choses de lui. On attend des victoires sur victoires. Peut-être que s'il pouvait faire quelque chose pour que nous soyons dans les 5 premiers, ça nous ferait plaisir. Pendant ce temps à Kara, l'air est plus respirable. L'ASK mène la danse et son rival, l'ASCO, reste en embuscade à la 2e place. Si la confiance est là, la satisfaction, elle, n'est pas totale. Donc, pour le milieu, parce que, comme d'habitude, dans le milieu, les balles, les kaba-kaba. Elle est amie de défaite, mais le milieu, c'est une amie de défaite. Parce que le championnat, il y a pour le supporter la phase de retour. Pourtant, derrière cette course au titre, un cri d'alarme s'élève. Ce supporter ne mâche pas ses mots sur la qualité globale du spectacle. Championnat togolais en toi, manquement au lenti souvent. Mais toi, finalement, de quelqu'un les supporter. Mais à quoi tu as des difficultés au souvent parce que à l'homme le sous, de par le passé à moi une vidéo n'a eu qu'au sort d'année. Des volontés non a joué au mais tiens le pour boire son corps avec du Iji. Voyez bien bon et soutien moral que donner avec le moulin. Donc des vieux tiens on balai ouais force bobé yo le sort en deux. Ouais renforcer équipe au be subvention wa jagba wa porter au bo terrain tiens moulin mi wa porter au bo. Et on l'a transformé dans football en football professionnel. Nous avons changé les dieux. Nous avons avec nous avons dit que les Togo. Les championnats qui là-bas, on mettre base tonton. Les Waporabe et 2026 championnat qu'on va poirer. Ma trop viré. Des supporters exigeants, des coachs sous pression et un niveau de jeu qui fait débat. La phase de retour s'annonce comme un véritable test de caractère pour tous. Est-ce un problème de coaching, de moyens financiers ou simplement l'état d'esprit des joueurs? Le débat reste ouvert. Mille merci à Gloria Goda pour cet élément qu'elle nous a proposé. Coach, d'abord revenir un peu sur la nomenclature du classement. Un petit matelas de 2 points entre ASCO, entre l'ASK et l'ASCO, pour faire les choses dans l'ordre. D'abord, votre réaction sur ce classement qu'on a à la mi-saison? Oui, je pense que ce classement, comme Gueli l'a dit, en haut du tableau, ce n'est pas surprenant. Quand on voit ces deux équipes, que ce soit l'ASK qui est premier et ASCO qui est deuxième, c'est des équipes qui ont une certaine stabilité sur le plan effectif d'abord et puis sur le plan organisationnel, parce qu'aujourd'hui c'est très important. Pour être au sommet, ce n'est pas seulement amener des bons joueurs, il faut seulement une bonne structuration, une stabilité au niveau de l'effectif. Par exemple, quand vous prenez l'ASK, que j'ai d'ailleurs fait pendant 4 saisons, je connais un peu comment le club fonctionne, très bien même. Oui. Je sais comment le club recrute, quel est le mode de fonctionnement du club. Donc être premier aujourd'hui ou bien être deuxième, ça ne me surprend pas parce que c'est un club qui est bien structuré, l'organisation y est. Aujourd'hui, ils ont leur propre terrain, oui. Donc ça ne surprend pas.
Asco aussi, je pense que cette saison, ils ont essayé de renouveler l'effectif parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Au début, ce n'était pas ça, mais ça commence à venir. Je sais qu'avec cette équipe d'Asco, lors de la phase de retour, avec ce que j'ai vu lors des derniers matchs, je pense qu'il faut compter avec ces deux équipes en haut. Maintenant, au bas du tableau, ça me surprend un peu OTR, Gomido. Parce que OTR l'année dernière était 3e ou bien 4e, je pense. À la fin du championnat. 3e. Donc être 3e et puis cette saison se retrouver avant-dernier ou bien premier relégable, je pense qu'il y a un problème qui est là. Il faut essayer de chercher à trouver quel est le problème exact. Mais je pense que sur le plan d'abord recrutement, ça fait défaut. Il y a eu des joueurs qui sont partis. Le club n'a pas su recruter. Parce qu'il ne faut pas recruter aussi pour recruter. Il faut recruter en fonction des départs. Parce que j'ai l'impression qu'au Togo, ici, il y a beaucoup de clubs qui recrutent pour recruter. Or, il faut recruter en fonction des besoins. La faute aux dirigeants, aux entraîneurs ou aux directeurs sportifs, s'il y en a? Bon, je peux dire aujourd'hui la faute, pas aux dirigeants, parce que le dirigeant, lui, quand il voit un bon produit sur le marché, il veut l'avoir. Il veut l'avoir, ça c'est normal. Maintenant, c'est au coach ou soit au directeur sportif de dire, ah, bon, voici la philosophie du club. Par exemple, je prends la SK, j'étais là-bas. Parce que c'est là-bas où je peux bien parler. Excusez-moi du terme. Vous connaissez aussi Goloissou, hein? Oui. Donc la SK, par exemple, quand la SK veut recruter un joueur, ce n'est pas sur 1 ou 2, 3 matchs. C'est durant toute une saison. Ah, vous envoyez des scousers, comme on le dit, pour voilà. Il y a le directeur sportif qui est là. Suivre le joueur. Voilà, il y a le directeur sportif qui est là. Il y a le coach aussi qui a ses yeux un peu partout. Et puis c'est en fonction aussi de la philosophie du club. Parce que chaque club a son ADN. Aujourd'hui, quand on prend par exemple le Real Madrid ou bien Barcelone, ils ne vont pas recruter un joueur qui n'est pas dans leur philosophie. Donc la SK recrute comme ça. Bon, ils peuvent dire, bon, cette saison, la saison prochaine, on a besoin d'un latéral gauche. Quel type de latéral gauche? Quelle est la philosophie du club? Qu'est-ce qu'il peut apporter au club? Voilà. Donc c'est en fonction de tous ces paramètres-là qu'on a l'œil sur un joueur. On sait que ce joueur peut rentrer dans la philosophie du club. Ce joueur, non seulement qui est jeune, parce que quand vous prenez la SK, c'est très rare que la SK recrute des joueurs qui sont un peu au-dessus de l'âge. Ils vont recruter des joueurs qui sont très jeunes, leur donner un contrat à longue durée, donc pour qu'ils puissent, dans un premier temps, s'adapter. Après, maintenant, rentrer dans la moule de l'équipe. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette erreur aussi que beaucoup de nos clubs font. Ils recrutent comme pour recruter, ils ne recrutent pas par objectivité. C'est très très dangereux. Il faut corriger tout ça. Voilà. Et tu vas voir, quand le joueur va arriver dans le club, il ne s'est pas adapté avec la philosophie. Il se perd. Totalement. Mais or, on va dire, ah, pourtant, à l'étoile, excusez-moi, à l'étoile, ou bien à Gomido, ou bien à Auter, il était bon. Hein. Exactement. Mais il vient chez nous, c'est un problème. C'est parce que il n'est pas en compatibilité avec l'ADN ou la réalité du club aussi. Parce qu'il y a la réalité des clubs aussi qui sont là. Il y a des clubs où ce n'est pas facile à jouer. Absolument. C'est des clubs à pression. Est-ce que ce joueur peut répondre à la pression? Voilà. Il y a beaucoup de paramètres. Donc je pense que globalement, à part le bas du tableau, je pense que le haut du tableau, il n'y a pas grande surprise. Mais c'est le bas du tableau. Mais avec ce championnat que j'ai vu, la phase de retour, ça va être très très difficile. Pour vous, tout est ouvert. Parce que même du bas jusqu'en haut, il n'y a pas un grand écart de points. Il suffit de gagner 1-2 matchs, tu es en haut. Il suffit de perdre 1-2 matchs. Comme l'a dit un supporter tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a un nivellement de niveau. À part 1 ou 2 équipes, le reste, vraiment, il y a un nivellement de niveau. Hein. Quand vous l'étiez, on va rester toujours sur cette première partie de la saison où on va évoquer un peu le cas de l'effectif. Hein, en tout cas, comme vous l'avez un peu touché tout à l'heure. Est-ce qu'il y a certaines équipes qui ont manqué de fraîcheur physique à un moment donné sur cette phase aller? Beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes. Même la SK Asco. Beaucoup d'équipes. Sinon toutes. Hein. Oui. Parce que quand vous côtoyez les coachs dans ce championnat, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le coach Jonas évoquait tout à l'heure les critères sur la base desquels les recrutements se font. Oui. Et vous n'ignorez pas qu'il y a certains clubs où le coach découvre qu'on a recruté des joueurs.
Le coach découvre qu'on a recruté des joueurs et il doit faire avec. Maintenant, si, comme le coach l'a évoqué, ce joueur est incompatible avec la philosophie de jeu du coach, avec les ambitions du coach, ça veut dire que ce joueur, on l'a fait venir, mais a priori et a posteriori même, il n'apportera rien au club. Donc le problème d'effectif, il est évident dans ce championnat. J'entends certains de mes amis coachs disent qu'il y a de bons joueurs dans le pays. Mais j'attends toujours de voir où sont-ils ces bons joueurs. Très bonne question. Est-ce que c'est certains qui sont très bons ou bien en dehors des 20 x 14 de la D1, on n'en a plus d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est que quand vous regardez certains matchs, vous allez constater que les 11 de départ, vous allez voir sur le banc, souvent, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'équivalence? Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui sont confrontés non seulement à la qualité de l'effectif, mais au petit nombre de l'effectif. Et ils ont 3, 4, 5 peut-être sur le banc, mais quand le coach regarde derrière, par rapport aux besoins qu'il a sur le terrain, il ne sait pas qui lancer. Il ne sait pas qui lancer parce qu'il ne faut pas remplacer pour remplacer. Voilà. Il faut peut-être apporter de la plus-value au jeu de l'équipe en faisant sortir quelqu'un du banc qui va venir renforcer ce que le Mais visiblement, c'est le même problème. On n'arrive pas à corriger ça. Comment ça s'explique selon vous? Oui, c'est ça, il faut retenir en amont, la préparation. D'accord. Vous savez que, mais la formation, vous savez que dans notre championnat ici, des joueurs quittent le quartier pour la D1. Et ça, c'est pas normal. Pas du tout. Et en réalité, les joueurs devaient suivre un cursus, jouer dans les petites catégories, jouer les championnats pas encore dans l'élite, de sorte que quand le joueur arrive en première division, il a suffisamment de vécu. Exact. Mais ici, souvent, ce que nous faisons, c'est que les tournois de quartier, on prend un joueur, on l'aligne le lendemain en première division, sans pour autant qu'il soit suffisamment bon pour évoluer en première division. Et surtout mentalement fort aussi. Et j'ai fait remarquer la dernière fois que ce qui se passe, c'est que dans les matchs de quartier, il n'y a pas forcément une discipline tactique qui est imposée aux joueurs. Rien du tout. Donc il y a des joueurs qui, dans les matchs de quartier, jouent partout sur le terrain. Il a suffisamment de l'énergie, donc il prend le ballon, il fait ce qu'il veut avec. De sorte que quand on le prend de cet univers, on l'amène dans un univers où il y a beaucoup plus de discipline tactique. Chaque joueur sur le terrain a un rôle à jouer. On n'a pas besoin de jouer partout sur le terrain. Il est perdu. Il ne peut plus faire ce qu'on le voit faire au quartier. On va se demander, mais c'est le même joueur qui est ici. C'est tout simplement parce qu'on l'a sorti d'un univers où tout était permis et il arrive dans un univers où tout est réglé. Chaque joueur sur le terrain a un rôle spécifique à jouer. À un moment donné, à tel moment, qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, qu'est-ce que tu attends? Ou bien tu fais ça, tu ne dois pas courir après le ballon. Cela fait que, en termes d'effectifs, certaines équipes ont la chance d'avoir les meilleurs, et pendant ce temps, les autres doivent faire avec le peu qui existe. Et j'ai déjà dit aussi ici, un coach m'a dit, en première division, on lui a mené des joueurs à qui il a dû faire 3 semaines de séance de contrôle de balle. C'est exceptionnel. Donc vous imaginez combien c'est ardu et compliqué pour certains. Et pendant ce temps, il faut préparer un match pour aller le gagner. Pendant ce temps, le championnat se poursuit. Donc le problème de l'effectif, il est évident. Il est évident. Il est évident, il faut voir la formation et le cursus des joueurs avant d'arriver en première division d'élite. Nous devons créer des compétitions intermédiaires. Très bien noté. Pour que les joueurs puissent avoir du vécu avant d'atterrir en première division. Guéli, on a également suivi, en tout cas dans la réaction tout à l'heure des supporters, ils ont cette forme de pression parce qu'ils veulent du jeu, ils veulent de la qualité. Et même un supporter a dit qu'ils ont perdu des matchs à cause de manque de milieu de terrain. C'est quelque chose de pertinent. Ah oui, c'est quelque chose de pertinent, même je dirais que des fois les supporters aussi ont des jeux qui trompent. Oui. Parce que l'entraîneur connaît très bien ses joueurs et c'est lui qui a préparé le joueur de lundi à vendredi. D'accord. Et le week-end, on ne viendra pas me dire que celui qui n'est même pas venu voir l'entraînement ou bien quoi que ce soit, ou bien même si sur les entraînements, et celui qui maîtrise mieux ses joueurs, c'est l'entraîneur. Des fois, il y a certains supporters aussi qui exagèrent. D'accord. Il va falloir qu'on puisse corriger ce côté-là aussi. Mais parlant
deux coups de cœur de cette première partie. Oui, de saison. Je tire chapeau à Unisport. D'accord. Unisport, tout d'abord, qui a démarré par une défaite. Oui. Après, deuxième ou troisième journée, et ils ont eu un match perdu sur tapis vert. Le bus n'est jamais arrivé à Kara. À Kara, chez l'ASK. Il y a eu ce changement d'entraîneur. Il y a un entraîneur qui a disparu en première journée. Après la première journée, oui. Il y a eu un entraîneur intérimaire qui est arrivé. Après, c'est Bataba qui est là. Oui. Aujourd'hui, Bataba conduit cette équipe jusqu'au haut du tableau. Et je tire vraiment chapeau à cette équipe d'Unisport. Oui. Et pour terminer, c'est cette équipe de l'ASOTA qui est la déception de cette première partie. Puisque saison, la saison dernière, ils ont terminé sur le podium, troisième. Mais aujourd'hui, ils sont 12e, je crois. Mais je crois que le staff technique et le bureau, ils ont pris les taureaux par les cornes. Et avec la complicité, bien sûr, de leur président. Et ils ont fait signer Yéré Justin, bien sûr. Justin Yéré, exactement. Un atout très fort. Hein. Vous pensez qu'il va apporter du mieux dans l'attaque? Le président Dido Beleki a frappé un grand coup en faisant venir Yéré Justin. Et on espère qu'avec sa venue, puisque cette équipe de l'ASOTA, c'est pas qu'ils sont mal en jouant, ils jouent très bien, mais le dernier geste pour mettre le ballon au fond des filets, n'est-ce pas? Et ça en manque. Donc aujourd'hui, Yéré Justin, un véritable renard de surface, un véritable neuf, je crois qu'il va apporter sa toute petite expérience à cette équipe de l'ASOTA. Justin Yéré, vous le dites si bien, recrue de l'ASOTA, l'ancien de Foucault, de Dito, passé également par Masfez de Maroc, Asko de Kara également, Asko de Kara également, international togolais. Il a terminé meilleur buteur là-bas. Hein. Voilà, justement. Et donc là, c'est Barracuda également. On espère simplement qu'il pourra apporter en tout cas du mieux dans l'attaque de cette équipe de l'ASOTA. En tout cas, il a encore 28 ans, il a encore beaucoup de choses à montrer du côté de cette équipe au terroir. On rappelle que l'Unisport, selon le classement bien sûr de la rédaction de New World, est 3e avec 24 points, juste derrière Asko et l'ASK, et puis derrière il y a l'AC Barracuda, l'étoile filante classée 5e. Pardon? Quand vous regardez ce classement, le goal différentiel de l'Unisport interpelle. Oui. Plus 2. Exactement. 3e, plus 2. Plus 2. Ce n'est pas rien. C'est famélique. C'est suggestif, expressif de ce championnat. Quand vous êtes 3e avec goal différentiel de 2 points, 2 buts, c'est juste que vous ne marquez pas beaucoup, vous ne cassez pas beaucoup de buts. D'accord. Vous êtes 3e. Question d'équilibre. On manque de véritable buteur. Voilà. Mais vous êtes 3e, hein, avec goal différentiel plus 2. Se retrouver avec plus 10. Oui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ceux qui sont en haut sont à plus 7, plus 6. Et lui, il est à plus 2, il est 3e. Avant le retour, en tout cas de la phase retour, voilà, il y a certains matchs amicaux qui ont été disputés ça et là. Pour juste vous rappeler que l'ASK était en amical cette fin de semaine face à l'US Koza. Ils ont gagné 2-1. Unisport a battu US Koroki 3-2. AS Bolosso était également sur le terrain face à Arabia de Tablibola aussi. Ils ont fait 0-0. Entente a battu Agaza 2-1. Et puis un match également intéressant entre l'AS Bina de Théophile Bola, voilà, qui a pris le meilleur sur une sélection de Karatomde 5-1. Et puis 0-0 entre Gomido et Agaza Football Club. C'est juste pour vous dire que voilà, les équipes se préparent un tout petit peu, tout doucement, pour revenir à la phase retour. Ça aussi, ce sont des éléments qui permettent de faire une revue d'effectifs, retrouver la fraîcheur physique de certains joueurs avant le démarrage de la phase retour, coach? Oui, bien sûr, parce que il y a des équipes qui ont fait des recrutements, donc il faut les essayer, c'est tout à fait normal. Corriger ce qui n'a pas marché lors de la phase aller. Perfectionner ce qui a marché aussi, c'est pas que tout est mauvais aussi. Il y a des bonnes choses qu'il faut améliorer. Maintenant, corriger ce qui n'a pas marché. Mais au-delà de tout ça, moi, il y a un point qui me trotte un peu dans la tête. À la fin de cette phase aller, moi, j'aurais souhaité, parce qu'au Togo, on a un déficit de formation d'entraîneurs. Je ne sais pas depuis quelle année on n'a plus fait de formation d'entraîneur de haut niveau. Je ne parle pas de la licence D qu'on est en train de faire tout. Mais la licence B, A, bon, la A même on n'en a pas fait. Bon. Voilà. Mais au moins, il fallait compenser avec un séminaire au moins de 1-2 jours. La direction pour les entraîneurs. Les entraîneurs, la DTN pouvait le faire un petit séminaire, appeler tous les entraîneurs de première division, faire un petit séminaire de 2 jours. Sous forme de discussion, de causerie, chacun amène son problème, on échange, on discute, on essaie de trouver. Ça peut combler un peu le vide de la formation. Parce que là, les entraîneurs ne sont pas formés depuis combien d'années? Et puis s'il n'y a pas ce genre de rencontres, d'échanges,
c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'il y a certains entraîneurs qui vont repartir avec les mêmes problèmes. Oui. Tu vas te dire que non, à la trêve, j'ai pu trouver une solution à mon problème, mais or, tu n'as pas trouvé de problème. Et comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bon, or, s'il y a ce genre de séminaires, de rencontres, d'échanges, c'est comme tu es malade, tu amènes ta maladie à l'hôpital. C'est facile de soigner. Mais là, s'il n'y a pas ça, et nos entraîneurs aussi ne sont pas formés, forcément, ça va répercuter sur le niveau de jeu de ce championnat. Je ne dis pas que nos entraîneurs, mes collègues entraîneurs, ils ne sont pas bons, ils sont bons. Mais aujourd'hui, le football évolue. Il faut un plus. Le football évolue. Même là, on est en train de changer tout de suite. Il y a des experts qui sont là aujourd'hui, qui réfléchissent. Qu'est-ce qu'il faut pour le football. Donc, chaque jour, il y a des innovations. Il y a des innovations qui... Bon, moi, j'ai eu la chance de faire la A. C'est là où tu vas comprendre que le football aujourd'hui, c'est une science. Hein. Ce n'est plus du hasard. C'est plus du tout. Voilà, c'est une science, c'est autre chose. C'est autre chose. Si tu veux atteindre le résultat, il y a beaucoup de paramètres. Ils sont différents de l'aspect technique, l'aspect tactique. Il y a tout un processus qui... Il n'y a pas que le ballon qui roule. Non, il y a tout un environnement, tout un processus autour de l'équipe qui font qu'il y a la performance. La performance, ce n'est pas seulement l'entraîneur vient, il met ses plots, il entraîne... Non, c'est un accompagnement. Donc si l'entraîneur vient et qu'il entraîne bien son équipe du lundi au vendredi et que le reste ne suit pas, il y a problème. Donc l'entraîneur va dire non, les dirigeants vont dire non, on a les meilleurs joueurs, l'entraîneur entraîne bien, mais est-ce que l'accompagnement est là? Est-ce que les autres aspects sont bien suivis? L'environnement, comment les joueurs mangent, comment ils sont suivis? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Donc aujourd'hui, il y a ce problème aussi au Togo. Il faudra que... C'est un appel. Je sais que déjà la DTN a commencé avec la licence D. Il faudra que vraiment on puisse trouver un moyen pour les formations. Parce qu'aujourd'hui, un entraîneur qui fait déjà combien d'années sans recyclage? 5 ans. 5 ans. C'est suicidaire. C'est compliqué. Angelo, même toi, tu es journaliste. Il y a des moments où tu vas dans des séminaires, dans des formations. On apprend toujours. Merci pour te mettre à niveau. C'est comme nos téléphones. On réinitialise souvent. Voilà, on fait des mises à jour. Tout à fait. Mais s'il n'y a pas de mise à jour, c'est compliqué. Messieurs, ça nous pousse bien sûr à parler d'une autre thématique aussi importantissime dans le développement du football, comme vous l'avez tout à l'heure dit, coach Komlan. Il s'agit bien sûr des systèmes tactiques, des projets du jeu, plans du jeu mis en place par nos entraîneurs dans notre championnat. Là aussi, ça reste, on pourra dire, un élément très important. Ngueli, oui, vous avez été longtemps joueur dans notre championnat. Vous avez fait également l'extérieur, international également. Apparemment, chaque entraîneur, chaque coach a sa façon de jouer, de mettre en place son système tactique. Et vous, dans votre expérience, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué, que vous avez gardé comme bon souvenir en matière de coaching, par exemple? Oui, en matière de coaching, d'abord, c'est d'abord le vestiaire. Avant de parler de tactique et tout. C'est le vestiaire d'abord. Toi, l'entraîneur, tu dois maîtriser ton vestiaire. Ton message doit passer à tout moment. Et ce qui fait que les joueurs adhèrent facilement et tranquillement à tes systèmes de jeu. Vous amenez le joueur, même si ce joueur n'est même pas un joueur de profil de 3-5-2. Votre façon de le faire, de le façonner et tout, ça va vous amener, ça va amener le joueur à s'intégrer vite dans le système. Moi, je me rappelle très bien que j'ai commencé à jouer à seul devant. C'est au stade Mandji du Gabon. Oui, au Gabon. Le coach italo-gabonais Rai m'a fait comprendre que Ngueli, tu as les qualités de vraiment jouer seul devant avec un soutien derrière. Je ne te dis pas tout de suite de marquer, mais quand le ballon va venir, tu vas essayer de garder le ballon pour remonter le bloc équipe. Donc, ce qui a fait que, à un moment donné, je me suis adapté et ça m'a beaucoup aidé dans tous les clubs que je suis passé. Que ce soit le système 4-3-3, je peux jouer tranquille, que ce soit le 3-5-2, que je joue seul devant, ça m'avantage. Donc, je peux dire que c'est d'abord le vestiaire qui amène le joueur à adhérer au système. Et l'entraîneur aussi doit savoir comment parler au joueur, doit savoir comment amener le joueur à se transcender pour comprendre son système de jeu. Coach, justement, quand on parle de discours, souvent nous-mêmes, journalistes, on parle quel est le discours que vous avez envoyé à vos joueurs. Le discours, est-ce qu'il rime avec la pratique de ce que vous voulez avoir sur le terrain? Tout ça, ça revient à la formation. C'est ça que je disais tout de suite. Parce que ce que Ngueli vient de dire, c'est très important.
Aujourd'hui, l'entraîneur doit avoir la même issue sur son effectif, doit savoir bien gérer son vestiaire, c'est très important. Parce que tu verras dans toutes les équipes, chaque joueur a son caractère. Oui. Chaque joueur a son caractère. Oui. On dit qu'un berger peut amener tous les troupeaux avec un seul bâton. Mais les êtres humains, chacun doit avoir son bâton. Tu ne peux pas gérer tout le monde avec un seul bâton. Donc tu dois savoir gérer ton vestiaire, c'est très important. Donc c'est là où la formation aussi est très importante. Parce que quand on va dans les formations de haut niveau, il y a la gestion des vestiaires et surtout il y a le discours. D'accord. Parce qu'il y a des moments où l'équipe se sent bloquée. Oui. C'est le discours de l'entraîneur qui fait. Vous allez voir qu'une équipe se sent bloquée, rien ne va, tout est mélangé. Le choix des mots. Le choix des mots, on renvoie l'entraîneur, un autre vient tout de suite, l'équipe, la situation se décante. Oui. C'est le discours. À un moment donné de la saison, ce n'est plus les entraînements, c'est le discours. Par exemple, je donne un exemple. Allez-y. Quand je suis venu à l'ASK en 2020, je suis venu déjà trouver que l'équipe avait terminé les compétitions africaines. Ils avaient joué contre Enugu Rangers du Nigeria en Coupe CAF, oui, où ils ont été éliminés. Donc, je suis venu à mi-saison à la trêve. Donc, quand je suis revenu après échange avec les dirigeants, ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient sur le départ. Il y avait beaucoup de joueurs qui ne jouaient pas, qui ne se sentaient plus à l'aise dans l'équipe, oui, qui voulaient partir. Donc, quand je suis arrivé à Kara, ma première semaine, j'ai fait une rencontre individuelle avec 25 joueurs. Individuel, avec tout le monde. Comme un oral. Oui. Toi, tu viens, tu parles. Il y a un autre qui vient, tu parles. Je note, j'écris, je note. Le même Ismaël Agoro, quand je l'ai eu, oui, il ne jouait pas la phase aller. Il m'a dit, coach, moi je vais partir, je veux que le club me prête. J'ai dit, mais pourquoi? Coach, je n'ai pas joué toute la saison. Toute la phase aller, le coach ne m'a pas fait jouer. Je ne sais pas s'il ne m'aime pas ou bien voilà. J'ai dit non. Le coach, non, c'est parce que c'est ça que le joueur va dire. Oui, justement. Je parle sous le contrôle de Guéli. Le coach ne m'aime pas, même ma tête ne plaît pas au coach. J'ai dit non, c'est pas que ta tête ne plaît pas au coach. Moi, je suis venu, je suis un nouvel entraîneur, oui, je suis aveugle, je ne connais personne. Donc, je vais donner la chance à tout le monde. Moi, je vais te donner ta chance. C'est à toi de me prouver que tu mérites de jouer. Oui. Donc reste, on va travailler ensemble, chacun aura sa chance. Ceux qui vont mériter de jouer vont jouer. Donc on a échangé, je l'ai convaincu, il est resté. Oui. En fin de saison, il a été le meilleur buteur de la saison. Donc c'est le discours. Wow. Donc c'est le discours. Ça dit ça aussi. Dieu ne l'a pas donné à tous les entraîneurs. Tous les entraîneurs ne sont pas psychologues. Merci. Voilà. Le discours, c'est pas tout le monde. Il y a des entraîneurs qui ont les diplômes, qui sont bons, oui, mais l'art de parler, c'est exceptionnel. Il faut l'avoir. Il y a certains qui ont ce don. Oh. L'art de persuader. De persuader. Voilà, d'amener l'autre à vraiment vous suivre. C'est plusieurs tomes. Hein. Ouais. Parce que quand l'entraîneur, tu as un bon discours, à un moment donné, c'est très facile. Ça va de soi. Moi, j'ai eu cette chance. Excusez-moi, hein. J'ai eu cette chance à l'ASK d'avoir des joueurs à un moment, tellement qu'il y avait cette complicité entre nous. Oui. À un moment donné, quand je suis venu, il y avait Sapoul qui ne jouait pas. Oui, Mani Sapoul qui ne jouait pas. Mani Sapoul, en dépit du fait que je l'ai entraîné, on était des amis. On était des amis. Tu ne vas même pas croire que c'est joueur-entraîneur. On était des amis. Quand je suis venu, la première question que j'ai posée à Jean-Marie, je lui ai dit, Jean-Marie, pourquoi Sapoul ne joue pas? Au période du manager de la CK, voilà, Jean-Marie Hello. Je lui ai posé la question, mais pourquoi Sapoul ne joue pas? Il m'a dit, voilà. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai eu une rencontre avec lui. J'ai dit, Sapoul, moi j'ai besoin de toi. Oui. Mais ce n'est pas que j'ai besoin de toi tout de suite pour être titulaire dans tous les matchs. Il y a des matchs tu vas rentrer, il y a des matchs que tu vas commencer. Donc, ça dit, tu prépares le joueur. Oui. Même si c'était le même cas avec Feu Kossi Koudagba. Quand je suis venu, c'était le meilleur joueur. Il jouait tous les matchs de l'ASK. Il jouait tous les matchs titulaires. Il n'y avait personne qui pouvait lui dire d'être. Moi, je suis venu, j'ai dit, Kossi, tu as du talent, tu sais jouer. Mais il y a une période maintenant où tu en baisses. Moi, je dois t'aider à retrouver cette forme. Voilà. Donc, ce n'est pas en te faisant jouer tous les matchs où tu vas passer à côté, ce ne sera même pas bon pour toi-même. Il y a des matchs où tu vas commencer. Il y a des matchs où tu vas rentrer. Il y a des matchs où même tu peux commencer, après tu vas sortir. Oui. Donc là, je l'ai préparé et donc ça a été facile pour lui. Exactement. Voilà. C'est un véritable problème parce que vous allez voir un entraîneur qui fait un recrutement. Oui. Au cours de la saison, on le limoge. Un autre entraîneur vient. Il prend les mêmes joueurs.
il fait un résultat positif. Exactement. C'est le discours. Hein? Ça peut être le contraire. Oui, ça peut être le contraire Au travers aussi, ça va de soi. Le discours qui change. Oui. Donc, c'est maîtriser son vestiaire, c'est la chose la plus primordiale pour un entraîneur de pouvoir mettre son système en place. Question de leadership. Coach, je reste avec vous pour parler justement de votre système quand vous étiez à la SCK et que vous continuez toujours à mettre en place. Vous avez vos collègues qui mettent plusieurs systèmes en place, 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2, 4-2-3-1. Le vôtre, c'est lequel et pourquoi ça marche? D'abord, quand je suis venu à la SCK joue avec un 4-4-2. Le premier jour, j'ai rencontré les dirigeants, le président d'honneur, M. Marcelin Ama. Oui. Il m'a posé la question, coach, nous on joue en 4-4-2. Bon, toi c'est comment? J'ai dit, bon, président, partout où j'ai passé, c'est le 4-2-3-1. D'accord. Mais le schéma aussi, tu ne peux pas le jouer sans, c'est-à-dire la qualité des joueurs individuels. Voilà. On met un schéma de jeu en fonction des éléments que tu as. Voilà. Tu ne peux pas avoir des joueurs défensifs et mettre un schéma de jeu offensif. Voilà, donc... mais j'ai trouvé qu'à l'ASK, ils avaient des bons joueurs qui avaient non seulement de la qualité, qui avaient une certaine maturité, qui pouvaient facilement s'adapter à tous les schémas de jeu. Donc, un offensif peut être ailier, par exemple. Voilà. Donc, il m'a dit, coach, ça c'est compliqué, hein, depuis la 3e, 2e division, nous on joue comme ça. J'ai dit, bon, président, voilà ce que moi je veux jouer. Il m'a dit, ok, tu vas essayer, on va voir. Oui. J'ai dit, ok, président, je vais essayer. Si ça ne va pas, on va revenir au 4-4-2, comme vous voulez jouer. Donc, on a commencé, on a essayé avec des joueurs, parce que j'avais des joueurs qui étaient très, très intelligents. Oui. J'avais un joueur, par exemple, comme Kembe, Choro Kembe. Oui. C'est un très bon joueur. Donc j'avais des joueurs, quand je te marque 1, 2, parce que la première année, on marquait 1, 2, 3, 4, 5 aux joueurs. Oui. Donc quand je marquais beaucoup de buts, j'avais des joueurs, par exemple Mani Sapol, Kembe, que je faisais rentrer, qui pouvaient te priver du ballon pendant 10 minutes. Parce que c'est des joueurs techniquement qui sont bons. Ils pouvaient garder, les deux seulement pouvaient te garder le ballon. Tu ne pouvais même pas prendre le ballon. Et ça détruit le jeu de l'adversaire. Donc voilà, donc j'avais mis ce schéma de jeu, mais c'était des joueurs aussi, souvent, ils commençaient le match pour tuer vite le match. Et puis c'était des joueurs aussi, avec leur intelligence, j'ai dit, ok Mani, Kembe, vous êtes sur le banc, regardez, parce qu'ils étaient très intelligents. Sincèrement, j'ai eu des joueurs vraiment qui étaient exceptionnels. Donc, quand on a commencé avec ce 4-2-3-1, à un moment donné, quand je veux revenir au 4-4-2, c'est les dirigeants même qui disent non. Donc c'est avec ce même schéma que l'ASK joue jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc c'est quelque chose... Bon, je peux dire sur le plan technique, j'ai bâti cette équipe. Donc ça fait que aussi, sur le plan recrutement, on recrute les joueurs en fonction justement du schéma de jeu de l'équipe, de la philosophie du club, de l'ADN du club. Donc ce qui fait que quand le joueur vient facilement, il s'adapte. Quand vous l'été, vous assistez à plusieurs rencontres, en tout cas dans notre championnat. Les systèmes tactiques de nos entraîneurs, quoi qu'on dise, c'est à la fois un défi, et certains le relèvent aussi bien, mais d'autres, on ne sait pas si c'est les joueurs qui ne s'identifient pas justement au projet du jeu. C'est un ensemble, hein, parce que quand vous regardez les matchs, au début du match, quand vous voyez le positionnement sur le terrain, vous pouvez voir un 4-4-2. Voilà. Parfois, vous voyez un 4-5-1. Mais quand le match se déroule, parfois, ça se transforme. Et finalement, parfois, même il y a des matchs où on se demande finalement qu'est-ce qui se joue là. Les techniciens vont dire que c'est selon le... Est-ce que c'est pas trop fort ce que vous dites là ? Selon la lutte que prend le match, selon ce qu'il y a en face. C'est évident. D'accord. Mais ce qui est constant pour moi, c'est la stabilité d'un match à un autre, de faire jouer sur le système et d'avoir les joueurs pour le système. J'ai vu sur ce match, c'est un coach qui joue avec le 3-5-2. Oui. Et moi, je suis étonné parce que je me dis, est-ce qu'ils ont les joueurs pour faire ça? Est-ce que dans nos championnats, les coachs qui mettent en place le 3-5-2, est-ce qu'ils ont les joueurs pour le faire? C'est vrai que quand vous mettez le 3-5-2 face à une équipe qui n'a pas vraiment qui peut ne pas vous poser trop de problèmes, vous pouvez avoir le sentiment que ça a fonctionné. Mais quand vous allez rencontrer les meilleurs du championnat, ça peut ne rien donner. Non pas parce que le système n'est pas bon, mais peut-être parce que vous n'avez pas les joueurs beaux. Question d'animation. Oui, vous n'avez pas les joueurs qui peuvent vous faire, qui peuvent vous
transformer le 3-5-2 en un système gagnant, voilà, de victoire. C'est aussi ça. Il peut y avoir le joueur pour l'équipe adverse a du répondant. Oui, mais moi je prends l'hypothèse où, dans l'ensemble, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas les joueurs pour. Voilà. Il n'y a pas, pas les joueurs pour. Justement. Et quand vous regardez certains matchs, et moi, ce qui m'intéresse souvent dans ces matchs-là, c'est le jeu latéral. D'accord. Sur les côtés. J'ai le sentiment que dans notre championnat, beaucoup de clubs jouent dans l'axe. Beaucoup de clubs. Il y a moins de centres, moins de ballons au cordeau. Oui. Et vous allez voir que le dernier match que j'ai vu au stade municipal, je ne sais plus lequel, chaque fois que les ballons arrivaient sur le côté, les joueurs qui gardaient le ballon n'étaient pas capables de passer le premier défenseur. D'accord. Donc systématiquement, ils retournaient, ils renvoyaient la balle dans l'axe. Or, dans l'axe, vous savez que c'est le gros solo dans l'axe. Là. Donc, quand il y a l'embouteillage dans l'axe et que vous n'arrivez pas à passer sur le côté pour pouvoir mettre en position les attaquants. Prendre le ballon de la tête ou bien au premier poteau, jeu de tête, ou bien, etc. Ça devient compliqué. Exactement. Donc, pour moi, en termes des tactiques et d'animation de jeu, il faut que les entraîneurs ici ne fassent pas des choix pour donner le sentiment qu'ils sont bons. Mais il faut qu'ils fassent des choix adaptés au contexte, aux joueurs qu'ils ont et à leurs objectifs. Parce qu'aujourd'hui, le 3-5-2 paraît comme le système des grands. Oui, je peux admettre ça. Mais si mes joueurs ne peuvent pas s'adapter, si je n'ai pas le joueur pourquoi je vais faire le choix du 3-5-2 qui paraît le système des grands? Pourquoi? Donc je mets selon ses moyens. Je mets la politique de ses moyens. Strictement de ses moyens. Merci beaucoup. Et moi, je veux, surtout moi, j'aime le jeu latéral. N'est-ce pas? J'aime le jeu sur le côté. On va chuter là-dessus rapidement. J'aime le jeu sur le côté. Dans les matchs, je suis très attentif. Ah, d'accord. Guéli, justement, sur le système tactique, est-ce que vous est arrivé une fois de ne pas respecter le plan du jeu du coach? Le coach est le maître. Hein. Donc, moi, j'ai toujours respecté la décision de mes coachs. Et sauf avec le coach Théophile Bola, je sais qu'il me suit. On avait un match contre le Dynamique togolais et Goglo sous contre Dito. Donc il a demandé à ce qu'on joue un jeu long. D'accord. Il fait comprendre qu'avec cette équipe de Dito, qui a des défenseurs colosses derrière, c'est rien que des défenseurs qui sont très géants. Et j'ai dit, coach, si on met ce système en place contre cette équipe de Dito, on va perdre ce match. Et vous avez écouté? Mais au premier abord, il n'a pas voulu accepter. Mais au finish, il m'a dit, Guéli, tu avais raison. Si on joue ce système contre une autre équipe, on pouvait gagner. Mais contre Dito en ce moment, avec des défenseurs qui en avaient, et surtout qu'on joue à un seul attaquant devant, ça nous a créé beaucoup d'ennuis le jour-là. Donc c'est la toute première fois ou bien la dernière fois que je me suis au moins confronté avec un entraîneur pour son système de jeu. Sinon, d'habitude, ce que l'entraîneur met en place, et je m'y adapte. En tout cas, c'est aussi ça, hein, l'amitié ou pas entre les joueurs et l'entraîneur, histoire d'avoir des résultats à l'arrivée. C'est le plus important. Messieurs, tout doucement, on va boucler la première partie ainsi. Ça a été positif de vous avoir, puisqu'on aura une deuxième partie avec d'autres invités. Guéli, encore une fois, merci. On peut compter toujours sur vous pour les prochaines fois. C'est ma maison. C'est votre maison. C'est un plaisir. C'est un plaisir, comme toujours. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Tout le meilleur également pour vous, coach. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup. Rapidement, 30 secondes, votre actualité. Vous étiez au Maroc pour le diplôme UFA, non, plutôt licence CAF A. Oui. Félicitations. Merci. Ça n'a pas été facile, parce que on l'a fait sur toute une année avec Ben Adjakba. Oui. C'était durant toute une année où on devait aller chaque 2-3 mois au Maroc. Au début, c'était pas facile parce que c'était un peu corsé, mais au fur et à mesure, on a su s'adapter avec la certification. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un diplôme qui est incontournable pour le haut niveau. Oui. Donc, c'est pour cela que je reviens toujours à ce problème de formation. Parce qu'aujourd'hui, la CAF est exigeant. La CAF dit que ce soit les clubs qui sortent en compétition africaine, et le Togo va rentrer aussi dans le professionnalisme. Exactement. Donc, même au niveau des sélections, tu ne peux plus être entraîneur principal sans avoir la licence A, le diplôme A. Donc, ça veut dire qu'il faut aller à l'école, il faut apprendre il faut aller se recycler, il faut aller se mettre à la page du football. Dieu merci.
Beaucoup de courage à vous pour la suite. Coach, il nous a madoué, il est annoncé au Mali ou pas? Ah oui, bon, il dit que pour l'instant, il ne sait que suivre. Il ne sait pas, il n'a pas été contacté, visiblement. Sur les réseaux. Non, en fait, j'ai été contacté. Ah, d'accord. J'ai été contacté. Mais rien n'est encore signé. On est en discussion, mais c'est pas... C'est à 40%. Vous êtes en discussion? À 40%. D'accord. Parce que j'ai d'autres projets aussi. Exactement. Voilà. Ok. Merci pour l'exclusivité. Il nous a dit ce qu'on voulait entendre. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci. On espère vous retrouver également très bientôt. Au besoin, bien sûr, pour parler de notre football à tout moment. Merci encore une fois, M. Guéli. Merci également, coach Jonas Kokou-Komla. Et on se dit à très bientôt. On va boucler, bien sûr, cette première partie ainsi. On se retrouve dans quelques petites minutes pour la seconde partie. À tout à l'heure. Communiqué de la LONATO. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La LONATO décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la LONATO invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. Du spectacle, des duels, de la passion, des joueurs talentueux qui ne demandent qu'à grandir, des stades et des supporters de rêve. Le rendez-vous de l'élite du football togolais, la D1 LONATO, saison 2025-2026, c'est en exclusivité sur New World Sport 5 et New World Mix. Et nous sommes de retour pour la seconde partie de votre émission 90 minutes D1 LONATO. Nous nous intéressons à d'autres thématiques dans notre magazine avec deux autres invités et pas des moindres. Nous sommes avec Henri Djagba, le patron bien sûr du système Connect FIFA à la Fédération togolaise de football. Monsieur Henri, encore une fois merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment portez-vous ? Je me porte bien grâce à notre Seigneur. N'est-ce pas? Il y a des activités tout doucement, ça avance. Tout en plus. Merci d'être à nos côtés. Il est également là, lui, le patron de la direction, bien sûr, des compétitions nationales et internationales à la FTF, M. Pafio Dabou. Bonsoir, M. Dabou. Bonsoir, Angelo. Comment portez-vous? Très bien. Tout doucement. Oui, ça va. Tout doucement. Et tout doucement, nous parlons bien sûr de ce championnat national de football de première division, la phase aller, on pourra dire bien bouclée, avec le respect des calendriers, bien sûr, des matchs. On pourra dire que c'est, entre guillemets, un satisfait pour le déroulement de cette phase aller, en attendant, bien sûr, la manche retour, très bientôt. Oui, je crois que c'est un satisfait pour la FTF. Tout s'est bien passé, comme on l'avait prévu. Il n'y a pas eu de hic. Je crois que la phase retour sera aussi comme ça. On dit souvent qu'au niveau de la planification, c'est quelque chose qui demande beaucoup, non seulement d'énergie en matière de ressources humaines, en matière également de travail en équipe. Vous reconnaissez que ce n'est pas du tout facile au niveau de la FTF pour organiser un championnat? Partout ailleurs, hein. Surtout dans nos pays où on manque d'infrastructures, on manque de ressources. C'est très compliqué de faire cette planification. Il faut souvent anticiper. C'est ça qui, des fois, nous dérange. Mais on arrive toujours à s'en sortir.
Quand il s'agit de parler de planification aujourd'hui au niveau de la FTF, beaucoup souvent ont l'habitude d'arrimer la FTF à la sélection, alors qu'aujourd'hui on a un championnat qui demande beaucoup de moyens, la D2, la D3, le championnat féminin et même d'autres coupes. En ce qui concerne la planification, comment vous vous organisez? On voudrait un peu connaître un peu les à côté, bien sûr, de tout ça avec vous. Au début de la saison, nous établissons un chronogramme. On sait que ça commence toujours par le championnat de première division. Oui. Nous avons le championnat de deuxième division, le championnat féminin, le championnat de troisième division et éventuellement les coupes. Voilà. Et tenir compte aussi des journées FIFA. Les fenêtres FIFA doivent être respectées pour qu'il n'y ait pas de chevauchement d'activité. Voilà ce que nous faisons d'habitude. Ce qui fait que si le planning est respecté, il n'y a pas de problème. Au cas où il y a un retard quelque part ou un problème quelque part, vous verrez que nous devrons maintenant reporter des compétitions, reporter des matchs. On fait toujours le planning, on a le chronogramme bien établi, comme public au début de chaque saison. Et on suit. Justement, vous êtes le patron des compétitions nationales, justement, au niveau de cette fédération, tout comme internationale également. La question, par exemple, de l'établissement des licences avant, justement, le début du championnat, c'est un casse-tête ou tout va très, très bien, comme vous le souhaitez d'habitude avec les clubs ou bien les secrétariats généraux des clubs? Non, je crois que les débuts ont été difficiles. Les débuts ont été difficiles. Heureusement que le système Connect FIFA est arrivé, si bien même qu'au début c'était plus compliqué. Je crois que depuis le début de cette saison, la saison passée jusqu'à cette saison, beaucoup de choses ont été améliorées. Les clubs aussi ont compris. Il nous arrivait des fois dans les années passées de quitter devant la fédération des fois à 2h, 3h du matin. Parce qu'il y a des secrétaires généraux qui arrivaient à la fédération à 22h, à 23h pour établir des licences, peut-être la veille du début du championnat. Dimanche et samedi, les gens viennent à 22h, à 23h. Quelqu'un qui vient, qui a parcouru 200-300 km pour arriver, vous n'avez pas à lui dire de retourner. Donc il faut rester, le servir. Il y avait aussi des problèmes de compréhension des textes, des problèmes de dossier des joueurs. Mais je crois quand même que avec plus de rigueur cette saison, les choses se sont un peu calmées. Mais un humain est un humain. Monsieur Henri Diagba, vous êtes également en partie prenante, active au niveau de la structuration. Bien sûr, par exemple, on prend un cas très simple, les feuilles de match aujourd'hui avec FIFA Connect, c'est tellement propre, c'est professionnel. Comment est-on arrivé justement à cette étape de cette structuration justement? Avant, je rappelle que nous, en tant que journalistes, quand on arrive dans les stades, on est obligé d'aller dans les vestiaires pour aller copier à la main, bien sûr, les feuilles de match et revenir en tribune pour faire le travail. Mais aujourd'hui, 1h30, même 2h avant le début du match, on a la feuille de match. Ça aussi, ça dépendait de la bonne volonté, de la gentillesse de certains quatrièmes. Merci beaucoup. En fait, c'est vrai, la tâche n'a pas été seulement allégée au niveau de la corporation des médias. C'est à l'ensemble des acteurs du football. Quand vous prenez les administrateurs des clubs, quand vous prenez les arbitres, les commissaires de match, c'est complètement allégé. Alors tout est parti, bien entendu, de l'arrivée de Connect FIFA, où il fallait implémenter cela sur toute l'étendue du territoire. Donc le programme a été bien ficelé. Au premier abord, c'était les chefs des départements de la fédération de football qui ont eu la main dès mon retour de formation. Après, on est descendu au niveau des administrateurs des clubs, des districts, des ligues et des clubs de 1, de 2, de 3, football féminin. Et après, on est redescendu au niveau des officiels, qui sont les arbitres et les commissaires de match. Et c'est là où on parle de gestion des feuilles de match.
Alors, par rapport à ce que vient de dire mon collègue Pafio, c'est vrai que les gens venaient à 10h ou 22h pour établir une licence. Mais avec le Connect FIFA, vous n'êtes plus obligé de quitter Dapan avec un dossier. Ah, voilà. Vous postez les dossiers depuis Dapan. Okay. Et déjà, nous, au niveau de la fédération, nous étudions si tel dossier correspond au règlement des compétitions. Et à partir de là, moi, je qualifie en premier ressort M. Dobou avec son équipe de production des licences, scrute pour voir si ça correspond au règlement des compétitions et on vous certifie, on demande la production de la licence. Ce qui fait que dans votre constat de ce championnat en demi-saison qui vient de finir, on a constaté qu'il y a eu 0 réserve. Ça, c'est un constat très à apprécier à ce système et avec la rigueur, bien entendu, sauf erreur de ma part ou sauf communication d'une évocation ou d'une réserve d'une équipe par rapport à un autre. Mais aujourd'hui, tout compte fait, les administrateurs des clubs ont maintenant la main pour pouvoir poster les 11 rentrants, les 7 remplaçants et le staff technique sur la gestion des feuilles de match. L'équipe A, l'équipe B. Et c'est là où le commissaire du match et les officiels reprennent pour pouvoir faire leur contrôle et produire maintenant les feuilles physiques qu'ils doivent distribuer aux journalistes. Exactement. Vous allez voir tout autour de cette feuille physique, on a des plages à vendre pour le commercial, ainsi de suite. Exactement. Il y a New York TV, il y a FIFA, il y a Fédération tout autour de cette feuille qui voyage d'un continent à un autre. Juste par des clics, en quelques fractions de secondes, cette feuille se retrouve aux États-Unis. On vous appelle à vous faites vraiment de progrès, ainsi de suite. Donc c'est une révolution dans la gestion des feuilles de match. Une révolution, aujourd'hui, ce n'est plus les licences de carton. Voilà. C'est des licences numérisées et informatisées. Donc lorsque vous n'êtes pas validé dans le système, vous n'êtes même pas synchronisé sur la feuille de match. Donc voilà à peu près les problèmes de sécurisation au niveau des choses. Et bon, maintenant, quand vous donnez des données fausses au système, il vous sort un résultat également. Donc, vous payez les conséquences. Quand vous l'étiez, on parlait tout à l'heure de cette planification bien confirmée par M. Pafio et M. Henri Diagba. C'est un défi pour la fédération pratiquement à chaque saison de pouvoir justement respecter le calendrier annoncé, bien sûr, pour également permettre à ce que ce championnat se déroule dans les meilleures conditions. C'est vrai que depuis quelques années, l'univers de la première division, de la deuxième division a complètement changé. En termes de visibilité, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles et qui ont facilité le travail des médias. La feuille de match dont on a parlé tout à l'heure. Et quand on prend la feuille de match, ce n'est pas seulement le nom, il y a bien d'autres informations sur la feuille de match qui sont importantes pour les médias. Moi, quand je prends la feuille de match, c'est les âges que je cherche. Je regarde la feuille de match, c'est les âges que je regarde. Tel joueur, il a tel âge, tel joueur, il a tel âge. On rappelle que sur la feuille de match, pour celles ou bien ceux qui voient ça, il y a quand même une écriture entre parenthèses où on met le matricule et à la fin, il y a 2 chiffres qui... Je passe sous vos contrôles. Il définit l'âge du joueur. Parce que pour les médias, c'est un élément d'analyse très important. Donc je crois que c'est à saluer. Il faut également saluer la stabilisation de ce championnat depuis quelques années qui est régulier. Et par contre, ce qui reste une distinction pour moi, c'est le chronogramme dont M. Pafio a parlé. Le chronogramme sort, mais ce n'est pas toutes les années qu'on respecte le chronogramme. Lui-même a parlé, a utilisé une expression, et peut-être les coupes. Par contre, alors que moi je pense que dans un système qui aspire à l'excellence, les coupes sont aussi très importantes pour l'amélioration de la qualité des joueurs. Les coupes sont aussi importantes. Parce que nous avons une saison maintenant où les joueurs ont 26 journées de match, ils ont 26 matchs. Avec 26 matchs, nous produisons des joueurs compétitifs. Si nous avions 2 coupes, où ces 2 coupes vont se jouer à plusieurs journées, en plusieurs étapes, les joueurs vont avoir encore d'autres matchs dans les jambes. Ça les rend davantage compétitifs. Ça, c'est l'idéal. Nous tous, nous savons dans le contexte du Togo pourquoi c'est comme ça. Mais cela n'empêche pas de le dire. Pour que nous fassions des efforts, pour que, en plus du championnat qui est devenu stable, c'est une très belle chose,
que ces championnats s'accompagnent des coupes. La Coupe du Togo vient épisodiquement, nous savons tous pourquoi, mais il faut également d'autres coupes parce que plus les joueurs jouent, plus ils ont de la condition, plus ils ont de la compétitivité et plus le football togolais se vend à l'extérieur. Un autre aspect dans le chronogramme, c'est la succession. Moi, je pense que pour cette saison, par exemple, c'est particulier. On n'a pas pu démarrer la deuxième division, la troisième division aussi est arrêtée en chemin. Ça s'annonce, à mon sens, selon tout ce que je vois. Mais pour moi, l'idéal pour notre sport aujourd'hui serait que la saison soit telle que ça commence par la troisième division. D'accord. Pour moi, on ne démarrerait pas la troisième division, ensuite la deuxième division et l'élite vient après. Tout ça simultané ou de façon séparée? Non, on démarre par la troisième division par exemple. D'accord. La deuxième vient et l'élite commence après. D'accord. Parce que vous voyez les joueurs de troisième division, vous voyez leur rythme cette saison. Or, a priori, les clubs de deuxième division pourraient prendre des joueurs en troisième division. Oui. Les clubs de première division pourraient prendre des joueurs en troisième division, même si c'est pas pour renforcer automatiquement sur le moment, mais pour après. Mais quand la troisième division, d'abord, on ne la joue pas toutes les années. D'accord. Quand on la joue, ce n'est pas toujours de façon consécutive. Et c'est des problèmes qui sont évidents pour moi dans ce championnat. Et j'insiste là-dessus, nous savons tous pourquoi c'est ainsi. Maintenant, notre souhait, c'est que ça s'améliore. Il faut que nous améliorions cet aspect-là dans le chronogramme et faire de sorte qu'on ait beaucoup de coupes et que dans la progression, dans le chronogramme, que la troisième division démarre la saison pour que les joueurs de troisième division aussi aient beaucoup de matchs dans les jambes. Parce que quand vous regardez les clubs de troisième division, les équipes, les groupes où il y avait 5-6 clubs, ça veut dire que le club qui ne va pas jouer le play-off, ces joueurs vont jouer peut-être 10 matchs sur une saison. Ce n'est pas bien pour notre... Ce n'est pas normal, d'accord. Bafio, vous avez un élément de réponse Je crois qu'il a raison, mais on ne peut pas refuser qu'aujourd'hui, le sport en général, le football en particulier, c'est une question de sous. C'est de l'argent. Nous avons de la peine à financer les championnats. Maintenant, les coupes. Ça fait 2 ans. Nous avons fait l'expérience de demander aux clubs de s'engager. Oui, pour les coupes nationales. Mais même des clubs de D1 se sont abstenus. Faute de moyens? Faute de moyens. Parce qu'aujourd'hui, combien l'État subventionne les clubs? Combien la fédération apporte? Quand je vois un club qui, en moyenne, dépense 80 millions pour la saison et que la fédération lui donne 5 millions, l'État donne peut-être 3 millions ou 5 millions. En tout, peut-être le club a 10 millions sur les 80 millions. Maintenant, on lui dit, ça c'est pour le championnat. On lui dit, ok, va jouer une coupe dans laquelle peut-être la cagnotte, c'est peut-être 5 millions, le maximum. Voilà les petits. Donc, tout tourne autour de l'argent. Donc, lorsque nous aurons un meilleur financement, et je crois qu'avec l'avènement de la professionnalisation qui pointe du nez, nous aurons plus de moyens. Pourquoi pas? Et nous allons améliorer. La D3 n'a pas été abandonnée. Et ce n'est pas la faute de la fédération non plus, parce que si vous voyez le nombre de dossiers qui sont tombés sur la table de la commission de discipline pour un championnat, c'est inouï. Il n'y a que 2 semaines que la commission de recours a fini le dernier dossier. Donc on ne pouvait pas sortir un classement pour pouvoir faire les playoffs. Donc on était obligé d'attendre. On a attendu plus de 2 mois après la fin des phases de poule. Donc je crois quand même qu'avec l'évolution, parce que comme il l'a dit, comme on ne joue pas souvent la D3, ces dirigeants ne sont pas habitués à nos règlements. Donc c'est des clubs qui jouent souvent des tournois de quartier, des tournois de village, où tout est permis. Malheureusement. On peut jouer, je ne sais pas,
un match avec un autre nom. Oui. 2 semaines après, un autre tournoi arrive, on joue avec un autre nom. Pour eux, ça n'a pas de souci, c'est la même personne. Mais au niveau de la fédération, c'est autre chose. Donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Oui. Et je tire chapeau à la commission de discipline. La commission de recours aussi, ils ont eu plein de dossiers. Donc voilà, ce qui fait que ce championnat a traîné. Mais si tout se passe bien, je sais que la semaine prochaine, les playoffs vont commencer. On va finir et entamer courant mois de fin mars par là, l'année 2. C'est tout ce que nous souhaitons, en tout cas de tous nos voeux, hein, que les choses se fassent de manière très professionnelle, bien sûr, pour le rayonnement de notre football. Justement, parlant de rayonnement, il y a un aspect également qui nous intéresse dans cette émission, c'est ce phénomène. On ne sait pas si, pourquoi, bien sûr, il y a peu de supporters dans nos stades lors des matchs de première division. Qu'est-ce qu'il explique? On va justement suivre un élément, bien sûr, entre-temps sur les supporters, revenir bien sûr sur cette situation en plateau. À tout à l'heure. Au rythme du vuvuzela, de la flûte et du tam-tam, ils y vont. Toujours présents au stade pour soutenir leur club de cœur, ces inconditionnels répondent au nom du 12e homme. Toujours quand un joueur joue, il a derrière lui le 12e joueur. Le 12e joueur fait que les supporters vont toujours se mobiliser à chaque moment où les joueurs vont se déplacer en direction des stades qui sont prévus pour le championnat national de première division. Privés de leur passion pendant ces mois, c'est un sentiment de joie qui anime à l'unanimité ces fers du foot à l'ouverture de la saison 2025-2026 de la D1 Lonato. C'est pour un plaisir d'être ici. La joie, c'est distrait. Je suis très content du démarrage du championnat. Ça nous permet de temps en temps de sortir, nous distraire. C'est très bien. Les supporters des clubs togolais prônent le fair play et exigent un meilleur niveau de jeu cette saison. C'est le fair play qui doit dominer sur tous les stades pour que nous tous nous puissions vraiment supporter nos équipes préférées. Nous allons toujours suivre notre club pour que nous puissions avoir plus de jeux, encore plus vite qu'aujourd'hui. On ne dit pas à un joueur qu'il a bien fait, mais on l'encourage à mieux faire. Pour d'autres, le transfert des joueurs à l'étranger et la bonne représentation du Togo sur le continent sont toujours de mise. On souhaite à la fin, nos joueurs puissent voyager. À la fin, nos joueurs puissent avoir des contrats à l'étranger. Le football togolais change en termes de tactique, en termes de technique. Pour que ça puisse aider l'équipe nationale à plus. Personnellement, l'équipe qui défie bien, qui mène un bon jeu, nous souhaitons que cette équipe représente le plan national et international de Togo. De Lomé à Kara, en passant par Atakpame et Sokodé pour ne citer que ces villes, le 12e homme joue sa partition et attend vivement que les joueurs lui renvoient l'ascenseur pour que le spectacle soit beau. De Robert et Dora qui nous disons un grand merci. Henri Diagba, vous avez un projet très intéressant pour ramener nos supporters dans nos stades. Le constat quand on va bien sûr sur les matchs de première division, c'est difficile d'avoir des centaines de supporters. Justement, on veut comprendre d'abord le concept, d'où ça vient et comment évolue justement ce processus aujourd'hui. Effectivement, le constat a été fait que nos stades ne sont pas remplis de supporters. Ça, tout le monde a fait ce constat par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans, 30 ans, lorsqu'on a des derbys comme Étoile Filante en temps 2, Étoile Filante à Gaza, Dito, ainsi de suite. Alors, le système Connect FIFA nous offre l'opportunité d'inscrire tous les acteurs. C'est-à-dire, quand je parle de tous les acteurs, on parle des joueurs, des journalistes, des techniciens, tout le monde, y compris même les supporters. Okay. Alors, l'idée est partir d'Abidjan, où nous étions à un séminaire, et il y avait d'autres collègues effectivement qui étaient là. Et bon, j'ai développé le concept et je leur ai dit, bon voilà, moi ce que je pense, pour faire venir les gens au stade, c'est de faire le pré-vente des tickets avant le début
de chaque championnat. Si vous êtes supporter d'un club, vous devez être en mesure de payer votre ticket pour les 13 matchs à domicile de votre équipe. Alors j'ai pris juste le thématique de Semansi, qui a un stade de 15 000 places. Et je l'ai partitionné en 3 niveaux. Premier niveau, le ticket où l'entrée est payée à 1000 francs. J'en ai pris 3000 places. Et vous payez 1000 francs pour les 13 matchs et ça dégage 39 millions de francs CFA. Wow. Alors la Fédération togolaise de football qui vous produit, le fan club licence perçoit 30% de ces 39 millions. Et ça régénère 11 700 000 et le club Semansi perçoit 27 300 000. Dans ses caisses. Dans ses caisses. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, j'ai pris le gradin, qui est vendu à 500 francs. J'ai fait également pour les 13 matchs, et ça a régénéré 65 millions de francs CFA. Et la fédération perçoit 19 500 000, et le club perçoit 45 500 000. Alors, les 2000 places qui restent, c'est pour des supporters potentiels de passage à Sokolé qui n'ont pas esprit de faire quoi que ce soit, peuvent aussi se pointer et acheter ce fan club de tickets en licence et accéder au stade. Donc pour tout et pour tout, si le stade est plein à 15 000 places, Semansi fait une recette de 117 millions de francs CFA avant championnat. Il verse 35 millions à la fédération pour la production de cette licence et il garde 81 900 000 francs pour sa caisse. Alors avec ces sous, je ne pense pas que ce club va attendre encore la subvention de l'État. Je ne pense pas que ce club va attendre la subvention de la fédération. Déjà avec ce sous, ils peuvent même payer les 13 matchs parce que eux, s'ils louent le stade à la commune, pour l'entretien et ainsi de suite, je ne connais pas le coût. Ils peuvent le faire, ils peuvent payer leurs joueurs. Avec ça, ils peuvent même démarrer un chantier de stade pour Semansi eux-mêmes, s'ils le font progressivement, parce que c'est une licence qui va être renouvelée chaque saison. Alors, ce qui fait que nous n'aurons plus les mêmes structures d'entrée à l'entrée de Semansi. On aura maintenant des appareils pour campoter maintenant cette licence qui va être informatisée. Donc si vous êtes à jour, vous venez vous campoter avec la machine et le tourniquet tourne, vous rentrez là-dedans. Alors j'imagine quelqu'un qui achète une licence fan club de Semansi et dort à la maison. Parce que c'est une licence personnalisée où tu auras ta photo, ton nom et prénom, la Fédération togolaise de football, la Ligue centrale, le district dans lequel Semansi évolue et votre âge, le nom, le prénom. Vous allez mettre votre résus. Au cas où vous êtes blessé, qu'on vous récupère, et qu'on vous transfère à l'hôpital, on ne va même pas chercher à savoir il est de quel groupe. Non, non, non. Tout ça dans la même carte. Dans la même carte. Parce que c'est un fichier numérique. Numérique, voilà. Voilà. Intéressant. Donc, ce sont des avantages et nous devions évoluer. C'est vrai que c'est le modèle européen pour le championnat. Ce que nous voyons au niveau du championnat espagnol, et le stade plein, ce n'est pas le jour qu'on vend on vend le ticket. Non, non, non. Le ticket est vendu peut-être 3 ou 4 mois avant même le début du championnat. Voilà. Pour permettre au club de budgétiser un certain nombre de choses. Voilà l'expérimentation qu'un certain nombre de meus confrères on a mûri à Abidjan. Et j'ai dit, bon, pourquoi ne pas implémenter ça au Togo? Donc le projet a été initié et envoyé au bureau exécutif. Je pense qu'ils ont étudié, mais ils n'ont pas encore donné l'aval pour qu'on puisse l'implémenter sur le terrain. Mais à l'unanimité, ils ont donné cachet, ils ont apprécié. Le deuxième vice-président qui a quand même eu le dossier, avec qui j'ai beaucoup travaillé, a dit qu'il va rendre compte au bureau exécutif pour qu'il puisse revenir. Si la saison prochaine ou à mi-saison, ça dépend. Pourquoi pas. Mais le projet est déjà là. Déjà ficelé. Vous aurez à mettre en place une véritable campagne d'information et de sensibilisation là-dessus? Tout à fait, parce que nous devions travailler avec la presse. Ah, d'accord. Nous devions travailler avec la presse qui devait relayer maintenant l'information. Pour dire, bon, dorénavant, pour les prochains championnats, voilà ce qu'on peut mettre en place. Il y a des tickets prépayés. Vous payez pour les 13 matchs à domicile.
on peut payer pour les 26 matchs. Si vous vous mettez d'accord avec le club adverse. Que bon, moi, mes supporters, en venant chez vous, ils présentent licence club, ils peuvent faire l'entrée gratuite. Vous aussi, pareil. Et en définissant un nombre, si c'est 2000 personnes, si c'est 3000 personnes qui se déplacent pour venir suivre un match à Lomé, le retour ainsi également, ainsi de suite. Donc c'est un contrat de partenariat entre les deux clubs et là, chacun peut faire des ristournes de monnaie à chaque fois. Mais tout doit être fait avant le début du championnat. Ce n'est pas au cours du championnat qu'on se pointe pour... Et ce qui fait qu'on va éviter maintenant les vols. Le stade sera plein où la comptabilité donne un chiffre très maigre et les pièces comptables ne sont pas aussi fiables. Et quand vous êtes à l'entrée du stade, vous voyez les tickets déchirés par terre parce que c'est le contrôle. Le même ticket sert de 2 fois ou 3 fois d'entrée à 4 ou 5 personnes. Donc, ça évite beaucoup de choses et le président est tranquille, ça ne va plus. Maintenant, avec la professionnalisation, je pense que si on se met d'accord, on peut implémenter cela et expérimenter cela pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et je parie que ça va aider plus les clubs que la Fédération togolaise de football. Parce que là, j'ai pris juste le cas de Semassi. Les clubs qui ont des clubs thématiques identitaires. Comme Étoile Filante, comme Gomido, comme Semassi. Même les clubs de deuxième division, bien sûr. Également être intéressés par rapport à ça. Et là, je connais un peu la mentalité des supporters. Tout le monde veut être fier d'avoir à sa possession cette licence avec le logo de la Fédération togolaise de football. Une reconnaissance de la FIFA parce que vous avez votre ID qui vous suit de votre incorporation jusqu'à la fin de votre carrière. Question de prestige et de privilège. Pape Dobo, oui, voilà une innovation qui devrait accompagner encore la Fédération dans sa quête de révolution de notre championnat. Oui, dans sa quête, mais est-ce que ça répond au problème de manque de supporters sur le terrain? Je crois que c'est aussi ça, c'est pour les caisses, des clubs. Et c'est un bon projet qu'on va continuer par mûrir. Réfléchir autour. Voilà. Mais l'absence des supporters sur le terrain. Pour vous, c'est quoi les raisons? Je crois que. Non, c'est. Comme on le dit souvent, c'est une équation à plusieurs inconnus. Non, c'est vrai, parce que aujourd'hui, des gens comparent le jeu des clubs d'aujourd'hui au jeu des clubs des années 70, 80. Ça, donc moi je dis aussi, ça aussi, c'est un faux débat. Il faut revoir tout ça. Oui, c'est un faux débat. C'est tout un problème. Je crois quand même qu'on doit mettre une commission en place pour essayer de réfléchir à ça. D'accord. Parce que c'est un problème profond. La dernière fois, on a joué Semassi Unisport. Oui, on a vu justement l'état des tribunes. Voilà. On va évoluer pour, bien sûr, parler d'une autre rubrique, justement, juste après le jingle, on en parle. Nous allons prendre des nouvelles des joueurs togolais évoluant à l'étranger. C'est bien sûr un élément signé Laura Amedjogbe. Le football togolais peut se nourrir d'espoir pour un avenir meilleur. Entre victoires précieuses, performances individuelles remarquables et buts décisifs, les joueurs togolais ont brillé dans leurs divers clubs à l'étranger. Nous allons nous rendre en Europe, précisément en Slovaquie, pour parler de Loïc Bessilé et l'AS Trenčín qui ont fait sensation ce dimanche. En déplacement sur la pelouse de Slovan Bratislava, leader du championnat, le défenseur international togolais et son équipe se sont imposés 2-0. Solide défensivement et tactiquement discipliné, celui qui est formé au Toulouse FC a été impérial dans les duels et serein dans la relance avec une note de 7,8 d'après SofaScore. Un succès qui positionne Trenčín à la 8e place au classement. En Allemagne, Illas Bebou a franchi la barre des 200 matchs ce week-end en Bundesliga avec Hoffenheim face à Hannover
un cap décisif dans la carrière du joueur. L'attaquant togolais confirme ainsi sa longévité au plus haut niveau malgré un retour compliqué pour cause de blessures. À l'est de l'Allemagne, un autre Togolais tenait son rang. Aux Pays-Bas, le FC Volendam a assuré son maintien devant le leader, le PSV Eindhoven, 2-1 avec un Amevor Maona solide dans les duels. Leader dans l'âme, le défenseur international togolais a su mener son équipe à un succès crucial. Direction les États-Unis, Clarence Aouda rejoint le monde professionnel. Le milieu offensif franco-togolais s'est engagé avec Fort Wayne Football Club de l'Indiana. Auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Université de Central Florida UFC, le joueur de 22 ans a contribué au premier titre Sun Belt Conference de l'histoire de son école avec 7 buts marqués et 15 passes décisives en 21 matchs. Un record sur une saison à UFC. Merci infiniment à Laura Medjobé pour cet élément. On va justement boucler cette émission avec le programme de la 14e journée, bien sûr, qui fait le retour, bien sûr, de cette première division avec, voilà, justement, le calendrier l'ASK qui accueille Ditoles, Sauterre, Espoir, FC Dijon, qui seront en déplacement à l'Étoile et à Semassi. L'AC Barracuda qui accueille la Estambo, duel entre Gomido et Asco. Bourbissou accueille Unisport et puis la confrontation entre l'Entente 2 et l'AS Bina. Voilà en tout cas qui clôture et referme les portes de cette émission 90 minutes D1 Lonato. Le temps bien sûr de remercier nos invités de la première partie ainsi que ceux de la seconde. Comme je voulais te remercier d'être passé dans cette émission. C'était un plaisir, comme toujours. Comme toujours. Monsieur Henri Diagba, mille gratitudes à vous. Merci. On se retrouvera très bientôt. Pas du tout. Ici c'est chez vous, ne l'oubliez pas. Merci. Monsieur Parfait Dobo, merci d'être passé nous voir. Merci, c'est à vous aussi le merci parce que si vous ne nous avez pas invités, on ne serait pas là. Nous vous souhaitons à toutes et à tous tout le meilleur pour la suite et également on remercie du fond du cœur toutes les équipes rédactionnelles de la régie et tous ceux qui ont travaillé bien sûr autour de la réalisation de ce nouveau numéro. Bonsoir chez vous, à très bientôt. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. Du spectacle, des duels, de la passion, des joueurs talentueux qui ne demandent qu'à grandir, des stades et des supporters de rêve. Le rendez-vous de l'élite du football togolais, la D1 Lonato, saison 2025-2026, c'est en exclusivité sur New World Sports 5 et New World Mix.